Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, à quoi ressemblait l'enfance d'une petite fille immigrée dans une cité populaire de la France des années 80? On pose la question à Fatima Ouassak. Elle publie un livre à la fois beau, poétique et sensible sur une petite Fatima imaginaire, mais elle lui ressemble, je crois, quand même pas mal. Elle est l'invitée du Grand Oral. L'Anti-Sèche de Cécile Fournier. L'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. L'actu, c'est la découverte d'une nouvelle exoplanète. Alors, elles ne sont pas explicitement mentionnées dans les programmes, mais on les croise en physique, chimie dès l'école primaire. L'heure de la récré, toujours avec Cécile, récré baignade dans la Seine, enfin, si on parvient à la dépolluer. Et pour cela, Cécile a repéré une initiative en ce sens. Rendez-vous enfin avec les années collège. La chronique d'Amélie Paris, notre professeure documentaliste, vous fait découvrir des bibliothèques qui sont aussi des tiers-lieux. Et comme ce concept est relativement récent sous nos latitudes, elle vous expliquera aussi ce que c'est qu'un tiers-lieu. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti, Grand Oral. Rue du Passage, c'est le titre du nouveau livre de l'autrice et militante Fatima Ouassak, que l'on connaissait déjà comme cofondatrice du collectif Front de Mer et de Vert Dragon. Le premier est un syndicat de parents d'élèves luttant contre les discriminations dans les quartiers populaires. Le second était la première maison de l'écologie populaire en France. Elle était située à Bagnolet. Fatima Ouassak, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Rue du Passage donc, qui vient de sortir chez Lattès, qui se présente un peu comme un conte. On suit la petite Salima, un peu vous quand même. Oui, tout à fait. Ouais, qui, je cite, s'est mise en tête de trouver son ange gardien, quelqu'un qui l'aiderait à vaincre sa peur, à s'y retrouver, à ne pas se perdre. Je précise que vous aviez précédemment publié 2 essais très remarqués à la découverte. La puissance des mers, c'était en 2020, et Pour une écologie pirate et Nous serons libres, c'était en 2023. Pourquoi en passer cette fois par cette forme du conte? Je dis le conte, c'est peut-être pas vraiment un conte, mais ça m'évoquait. Oui, on est d'accord. Ok, super, c'est un conte. Oui, c'est un récit littéraire alors, qui démarre avec l'histoire du passeur de cassettes en 2020, que j'écris en fait comme un hommage, que je publie en fait sur Internet, sur mon blog Mediapart. Au moment du confinement. Au moment du confinement, effectivement, et où il y a un passeur de cassettes qui décède dans l'indifférence générale. Alors commençons par dire ce que c'est qu'un passeur de cassettes. Qui c'est d'ailleurs? Je dis que c'est un individu. Alors c'est un individu au pluriel en réalité, parce que alors moi je raconte l'histoire d'un passeur de cassettes, mais en réalité c'est assez emblématique de et ça représente en fait ces hommes qui dans les années 80, fin des années 70 déjà, souvent ont eu un accident du travail à l'usine et ont été désignés par le reste des ouvriers de cette communauté ouvrière et immigrée comme pouvant prendre les cassettes depuis l'Europe jusqu'à souvent l'Afrique du Nord. Et alors sur ces cassettes qui ont été détournées... Enfin, on enregistre, c'est des cassettes audio. On parle d'un truc que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Là. Voilà, il y a cet usage qu'on connaît, où on écoute de la musique, etc., Madonna, Cyndi Lauper, etc. Et alors il y a le génie de l'immigration, en fait, qui consiste à détourner cet usage pour se raconter, pour donner des nouvelles, etc., à la famille, au village resté au pays. Et c'est donc cet homme, cet ouvrier qui est chargé de circuler comme ça d'une rive à l'autre. Et donc c'est un travail précieux, et je le disais, ce sont des gens qui sont morts dans l'indifférence générale, et ça a commencé donc comme un hommage. C'est pour ça que ça a cette forme de conte. Et de là, vous avez l'idée de dresser toute une galerie de portraits de personnages assez extraordinaires, poétiques pour le plus souvent. Un mot quand même sur ce contexte, ces années 80, c'est des années charnières dans les quartiers. Oui, très dur. On parle à l'époque d'arabicide, parce qu'il y a énormément de crimes racistes, policiers et ou sécuritaires. C'est une époque où on pouvait acheter des fusils dans les supermarchés, en fait. Donc vraiment, c'est une époque assez dure, mais ce n'est pas ce que je voulais retenir, moi, de ces années-là. Aussi parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on a besoin d'autre chose, en fait, quelque chose de moins anxiogène. Moi, je voulais vraiment retenir la joie, la solidarité. Je voulais retenir, en fait, ce que ces gens ont permis en termes d'émancipation notamment et d'amitié, de solidarité pour cette communauté immigrée. On va évidemment la visiter un petit peu, cette galerie de portraits, mais quand même un tout petit mot avant. Pourquoi ne pas dire « je » dans ce texte? Pourquoi c'est pour mettre un petit peu de distance, pour donner un récit? Alors, clairement, c'est parce que ce n'est pas le jeu qui est au centre de l'histoire en réalité. C'est vraiment ces personnages. C'est ces personnages, c'est cette communauté de passeurs. Le point commun entre ces personnages, c'est le travail. Et c'est important pour moi aussi de dire que cette communauté immigrée, elle s'inscrit dans la classe ouvrière. Ce qu'on a tendance à oublier. Quand on parle de l'immigration, on l'extrait d'une certaine manière de la classe ouvrière. Là, tout se joue autour de l'usine. Autour du travail, de l'usine, on va en parler. Et du Père Noël de l'usine, du rapport au patronat. Un mot
quand même, juste avant l'anti-sèche de Cécile, sur les mers au poignet. L'image est absolument extraordinaire. Quand on vous lit, c'était qui ces mers au poignet? Pourquoi les mers? Alors, au poignet, parce comme que... ça, et puis ça communiquait. Ouais, ça communiquait, tout à fait. C'est un langage. En fait, c'est ce langage que je voulais, moi, donner à voir et à écouter, en fait. Oui, ce sont des mères, en fait, qui ont cherché à protéger leurs enfants dans un contexte difficile. Hein. L'exil, c'est un contexte où il y a un certain nombre de traumatismes, en fait, qu'on vit. Cette mère au poignet, moi, je la trouve vraiment bouleversante parce que son histoire, elle est très, très peu connue. Sa mélancolie, son mal-être sont très peu connus. Et elle, pour protéger ses enfants, elle le fait à sa manière. Elle les agrippe. Et notamment dans l'espace public où elle n'existe pas. Les mères au foyer, de toute façon, de manière générale, n'existent pas. Mais alors, ces mères-là, en particulier, encore moins. Et oui, elle communique. Mais alors, pression... Les pressions peuvent vouloir dire des trucs différents. Absolument. Ça peut vouloir dire je t'aime, ça peut dire c'est bien fait pour toi. Ouais, c'est ça. Exactement. Bon, il y a énormément vous l'aurez compris, de finesse, de poésie, mais également tous ces enjeux sociaux dans Rue du Passage. D'ailleurs, c'est bien précisé, un regard inédit sur la classe ouvrière immigrée, ça vous y tenez énormément. Bon, on va en parler si vous voulez bien, juste après l'anti-sèche. On retrouve Fatima Ouassak. Le livre est sorti chez Lattès. Cécile, bonjour. Bonjour. Programme de science aujourd'hui dans cette anti-sèche à l'occasion d'une récente découverte d'une nouvelle planète qui ressemble à la Terre à bien des égards. Alors effectivement, les planètes, le système solaire, c'est bien au programme, ce sujet dont on parle dès la primaire, hein, je le précise. Là, ce sont donc deux scientifiques de l'université britannique de Warwick en collaboration avec la NASA et l'Agence spatiale européenne qui ont confirmé l'existence d'une exoplanète rocheuse appelée, si poétiquement, Gliese 12b. D'accord. Oh, hein. Une exoplanète, il va falloir nous définir tout ça. Et oui, ça signifie qu'elle se situe en dehors de notre système solaire. Autrement dit, c'est pas la porte à côté. Hein. Et c'est pas la première exoplanète qu'on trouve, bien évidemment. On a commencé à en trouver dans les années 1995. Aujourd'hui, on en a découvert près de 2000, dont des rocheuses. Alors les rocheuses, c'est qu'elles ont une terre ferme, comme la Terre, comme Mars, etc. Ou alors des gazeuses aussi. Les gazeuses, Jupiter, Saturne sont des planètes gazeuses. Et certaines de ces exoplanètes, comme Gliese 12b, ressemblent à notre planète Terre. Planète Gliese 12b, sur laquelle il pourrait y avoir des conditions d'habitabilité? Oui, parce que c'est une petite planète avec une orbite très courte de seulement 12,8 jours. Son étoile est une naine rouge très peu active et froide. Et enfin, sa température de surface est estimée à 42 degrés. À peu près comme ici. Ce qui fait en fait la planète rocheuse tempérée la plus proche au niveau stylistique de la Terre, identifiée à ce jour. Et elle est proche? Alors, proche, oui, elle se situe qu'à 40 années-lumière dans la constellation des Poissons, voyons. Grande banlieue. Grande banlieue. Il y a une donnée dont les chercheurs ne disposent pas encore et qui a son importance. Oui, on ignore si notre Gliese 12b a une atmosphère ou non. L'atmosphère étant, je le rappelle, l'enveloppe de gaz qui entoure la planète. Enveloppe qui s'est formée autour de notre planète, à nous, la Terre, il y a des milliards d'années. Et comment elle s'est formée? Eh bien, il y a deux choix. Soit elle s'est formée à partir des gaz contenus dans les météorites qui sont tombés sur la Terre, soit à partir des gaz produits par l'activité volcanique. Et ces gaz ne peuvent se maintenir à la surface que si la planète a une masse suffisante. Pourquoi? La gravité, messieurs, dames. La gravité dans J'aime bien quand vous faites les questions et les réponses parce que ça m'aide, je ne saurais pas répondre. Dans l'univers. Vous êtes bonne en sciences, vous? Non, continuez comme ça, Cécile, c'est très bien. Dans l'univers, tous les corps s'attirent, ok? Ouais. Mais c'est celui qui présente une masse moins importante qui va vers celui qui a une masse plus importante. Donc, la Terre, Vénus, Mars ont une masse assez importante. Donc, elles attirent les gaz et donc elles ont une atmosphère. Mercure, elle, n'en a pas. Mais de toute façon, elle est trop proche du Soleil. De toute façon, c'est pas. La masse ne serait pas suffisante. Et Vénus? Alors, Vénus a une atmosphère, mais il y a un effet de serre puissant qui maintient la température à 450 degrés à la surface. Rien n'est parfait dans ce bas monde, messieurs, dames. Mais moi, je croyais que la grande question, c'est la présence d'eau ou pas. Ben oui, c'est ça l'important. Pour savoir si c'est habitable. Évidemment, on le répétera jamais assez. Est-ce qu'il y a sur notre Gliese 12b? On n'en sait rien. On n'en sait rien. Bon, c'est pas la première exoplanète qu'on découvre et qui présente des similitudes avec la Terre. Non. Il y a Kepler 452b, figurez-vous. Alors, je ne sais pas où ils vont chercher leur nom, bref, mais bon. Elle a été découverte en 2015. Elle tourne autour d'une étoile comparable au Soleil en 384 jours. Mais petit hic, si vous voulez y aller, il faudrait voyager pendant 25 millions d'années. C'est toujours un petit peu le problème avec l'atmosphère. Oui, c'est ça, c'est un petit peu loin. D'autres exemples?
aux exoplanètes pleins. Récemment, en février, a été découverte T01 715b, qui est une fois et demie plus grande que la Terre. Elle a bonne distance avec son étoile. Ainsi, elle aurait une température assez vivable. Elle se situe, elle, à 137 années-lumière de nous. Sinon, il y a la planète glacée, dont j'adore le nom, Ogle 2005 BLG 390L, qu'ils ont rebaptisé Hot, comme dans la guerre des étoiles. Ouais. Et celle-ci a été découverte en 2006 et il y fait moins 120 degrés. Ok, Frisquet, merci beaucoup. Cécile, on reviendra sur des choses beaucoup plus terre-à-terre dans la récré. On va parler de se baigner dans la Seine et recyclage et urine, en fait. C'est un petit peu ça. Tout à fait. Ok, super. Fatima Ouassak, Grand Oral. L'autrice et militante Fatima Ouassak, invitée de ce grand oral pour Rue du Passage, qui vient de sortir chez Lattès. Il y a marqué récit sur la couverture. C'est un conte. Alors, on a parlé déjà du passeur de cassettes. Monsieur très gentil, il a les yeux fatigués, un sourire mélancolique. Il porte la même tenue. Il y met, mais toujours les ça m'avait fait penser au Désespoir, est assis sur un banc de Jacques Prévert à un moment donné, d'ailleurs. Oui, peut-être. Mais alors, il y a plein d'autres personnages. La doseuse d'épices, la cuisinière de l'exil. Oui, une diva, en fait, qui n'est pas sympathique du tout. Mais oui, elle terrorise toute la famille quand elle débarque. Et parce que je voulais pas donner à voir que des personnages sympas, en fait. Je voulais pas du tout enfin, il s'agit pas d'héroïser, en fait, tel ou tel personnage, mais bien un quartier et les solidarités dans le quartier. Oui, elle est très antipathique, en fait. Mais il n'empêche que son travail est précieux. Parce que alors, quand elle arrive, elle, à l'occasion des grandes fêtes, les mariages, les baptêmes, etc., il est hors de question qu'elle cuisine. Ce n'est pas une cuisinière. Non, elle n'est là que pour doser les épices. Voilà. Ouais. Et c'est la seule qui connaît les combinaisons en fait idéales et donc elle ne veut pas partager. Mais ça avait vraiment un goût différent. Ah oui, tout à fait. Bien sûr. Ah ouais, c'est vraiment une artiste. Quand vous dites c'est une artiste, il n'y a pas d'ironie là-dedans. Elle était, et là il n'y a pas je n'exagère pas, elle était très reconnue par ses communautés. Mais oui, parce que vous dites, si je me souviens bien, qu'elle voyage dans le monde, j'exagère un peu, mais dans toute la diaspora, c'est ça. Pour ce qui me concerne, moi je suis d'origine rifène au Maroc et la diaspora rifène en Europe, c'est la France, le nord de la France notamment, l'Est, mais les Pays-Bas, la Belgique, l'Allemagne, un petit peu en Espagne. Et donc la doseuse d'épices, elle était capable d'aller partout. Elle circule un peu partout. La cafetanière, et là j'ai pensé au beau film Le Bleu du Cafetan aussi. Ah ouais, alors moi j'avais plus Billy Wilder en fait. Billy Wilder, les femmes fatales, comme ça, la cigarette. C'est ce que vous l'avez. Et qui a mauvaise réputation. Voilà, moi je l'adore parce qu'elle a mauvaise réputation, mais son travail est tellement, elle aussi, là aussi rare et précieux, qu'on passe, outre cette mauvaise réputation. Alors, mauvaise réputation parce que justement très féminine, très aguicheuse. Et puis on ne sait pas parce qu'elle vit toute seule. Voilà. Elle est célibataire, donc on ne sait pas ce qu'elle fait. C'est suspect. Donc on est quand même dans des univers qui sont assez normés, qui sont assez... oui, bien sûr. Ce sont des espaces qui sont très genrés, effectivement. Et oui, et là comme ailleurs, évidemment, il y a un système patriarcal qui se met en œuvre avec un contrôle social, etc. Mais j'ai trouvé ça intéressant de voir comment tout ça se bricole et comment tout ça est beaucoup plus complexe et subtil que ce qu'on peut donner à voir souvent. Et beaucoup plus souple. Alors il y a une présence de la religion, vous l'écrivez, le rossignol du sous-sol, si je me souviens bien, c'est le surnom de l'imam. Alors, parce que ça, c'est plutôt à la fin, mais en réalité, la religion, elle est là du début à la fin. Moi, je me suis souvenu, par exemple, au moment d'écrire le livre, que mes parents, lorsqu'il s'agissait de rentrer à la maison, ils ne nous disaient pas il faut rentrer avant 20h ou avant 21h. Ils nous disaient il faut rentrer avant la prière du coucher du soleil. Donc, ça rythmait même la journée, en fait. Et il y avait une musicalité, en fait, autour de cette spiritualité qu'est l'islam. Et c'est ça que j'ai voulu donner à voir aussi, c'est que l'islam était là, présent dans la communauté, même dans le rythme de la journée. Mais oui, vous l'avez dit, de manière assez souple, en fait. Voilà, je voulais complexifier un petit peu tout ça. Des vrais métiers comme ceux qu'on vient de citer, et puis des métiers inventés. On va en parler juste après la récré. Moi, le prof espion, ça j'ai évidemment adoré. Rue du Passage, il n'est pas inventé. Il n'est pas inventé. Rue des Passages, en fait, parce qu'il y a le passage entre les rives de la Méditerranée, entre l'enfance et l'adolescence qui va arriver. On retrouve Fatima Ouassak juste après la récré. Cécile Fournier. Vous voulez vraiment que je dise cette phrase benoîtement? Alors je vais la dire. Je me concentre. Anne Hidalgo a annoncé qu'elle irait se baigner dans la Seine le 23 juin prochain. Pardon, c'est un rire nerveux. Pour prouver que l'eau est propre, que les épreuves de natation, de triathlon, de paratriathlon des JO pourront bien s'y dérouler sans danger. Alors vous n'allez pas nous parler d'un moyen de nettoyer. Non. Ça fait beaucoup rire, Fatima, j'adore. Vous n'allez pas nous parler d'un moyen de nettoyer la Seine, mais d'arrêter de la polluer davantage, ce qui serait déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Des chercheurs français. Des chercheurs français. C'est votre côté giscardien, ça. Pour plonger sur une solution pour récupérer les urines des Franciliens pour en faire un engrais naturel, parce que l'un des polluants de la Seine, ce sont les eaux usées qui sont déversées. Donc l'équation est simple. Plus d'eau usée dans la Seine,
moins de pollution. Ok, idée qui a commencé à germer dans l'esprit d'un chercheur dès 2008. Oui, il s'appelle Fabien Esculier, il est biogéochimiste, professeur à l'école des ponts à Paris. Il raconte, lorsque j'ai commencé à m'intéresser au sujet en 2008, il y avait presque aucune reconnaissance institutionnelle. On m'a souvent dit que ce sujet n'était pas sérieux. Et pourtant, en 2014, il devient coordinateur du programme OCAPI sur la valorisation des excréments en agriculture, programme qui regroupe aujourd'hui 12 personnes. Donc une idée qui date pas d'hier. Non, près de la moitié des nutriments présents dans nos urines et matières fécales étaient recyclés au début du XXe siècle contre seulement 5% aujourd'hui. On a fait des premiers essais? Ouais. Concluant? Ouais, plutôt concluant, ouais. Au printemps 2019, de l'urine humaine a été épandue comme engrais sur 7000 m² de culture de céréales, blé, maïs et colza dans l'Essonne et dans les Yvelines. Fabien Esculier assure, nous avons montré une qualité et un rendement équivalent avec de l'urine humaine par rapport aux engrais conventionnels. La première contient en plus un cocktail de nutriments. Et le pain, messieurs, dames, avait évidemment le même goût qu'avec un pain avec engrais industriels. D'accord. Heureusement, j'ai envie de dire. Et les premières collectes? Dans 4 ans? Bah oui, à peu près. Un essai va être mis en place à l'échelle de l'écoquartier Saint-Vincent-de-Paul dans le 14e arrondissement de Paris. Ceci devrait être complètement construit et aménagé d'ici 2028. Et les toilettes des 600 logements du quartier seront équipées pour participer à la collecte et au recyclage des urines. L'engrais produit sera utilisé dans les parcs et jardins de la ville. D'accord. Voilà. Objectif 2050, tout en engrais naturel. Bah, c'est ce que vise Fabien Esculier. Il s'en cache pas et qu'il rappelle a reçu la médaille d'argent de l'Académie de l'agriculture de France pour ses recherches. Donc c'est très sérieux toutes ces histoires d'urine. Eh ben ouais, en Suisse d'ailleurs, c'est ça. Il y a un... Oui, en Suisse, un engrais à base d'urine concentrée pour les plantes. Un agrément commercial. Depuis mars 2018, donc bon, c'est bientôt pour nous. Bon, mais on n'aura pas le temps de faire tout ça pour qu'Anne Hidalgo puisse se baigner dans la Seine. Rendez-vous le 23 juin. Merci beaucoup, Fatima Ouassaq, rue du Passage. Aujourd'hui, Salima a 10 ans, c'est son anniversaire et la vie continue. C'est la fin, les dernières lignes de Rue du Passage, le nouveau livre de Fatima Ouassaq qui vient de sortir chez Lattès. C'était une enfance heureuse? Oui, tout à fait. Ah ouais, moi c'est d'ailleurs pour ça que j'ai écrit autant de joie dans le livre, c'est que j'ai moi-même été particulièrement heureuse en fait, dans le quartier où j'ai grandi à Lille-Sud. Alors, ce qui est frappant quand même, c'est qu'il y a quand même quelques figures menaçantes. Alors, pas tellement le prof espion, ça c'est rigolo, le prof espion. Non, et puis il a existé, je vous assure. Racontez le prof espion, c'est un mot valise, c'est un mélange de prof et d'espion. Ah, oui, mais alors c'est une réalité. Oui, tout à fait. Salima et en tout cas, voilà, s'est essayé au contre-espionnage et a réussi. Oui, il y avait comme ça des profs d'arabe, vous savez, dans les écoles primaires. Et c'était des arrangements, en fait, entre l'État français et puis les États d'Afrique du Nord, Maroc, Algérie. Et en fait, ces profs, bon, en réalité, c'était des profs d'arabe, mais on n'apprenait pas l'arabe pendant le cours. Et c'était plutôt, voilà, parler du pays d'origine, dire à quel point le pays est très bien, est très démocratique, etc., à quel point il ne faut pas le critiquer. Enfin, et c'était, je pense, une certaine manière de contrôler tout ça, en fait, de contrôler les familles, etc. Et dans les représentants de l'État, il y a une figure menaçante qui plane, figure, dites-vous, ambivalente, quasi fantomatique, celle de l'assistante sociale. On se dit intuitivement, l'assistante sociale qui débarque, c'est plutôt sympa. Ah oui, non. Alors, il se trouve que là, pour le coup, moi, j'avais peur de l'assistante sociale petite et on était nombreuses dans le quartier à avoir peur. Je pense qu'il y a quelque chose qu'on peut généraliser. Oui, parce qu'en fait, c'était quelqu'un qu'on ne voyait jamais, en fait. Moi, j'ai jamais vu d'assistante sociale gamine, jamais. Mais c'était une menace, en fait. C'est une menace pour les familles. C'est si l'assistante sociale arrive, elle va diviser la famille, les enfants vont être placés, les enfants, les placer, etc. Donc, vraiment, il y avait cette menace-là. Alors, moi, j'en ai rigolé un petit peu dans le livre parce que j'en ai fait un spectre. Mais c'était aussi pour dire que la présence institutionnelle, en fait, en réalité, dans l'immigration et les quartiers populaires, elle n'est pas si affective que ça, en fait. Il y a très peu de proximité, il y a très peu d'amour, d'amitié, etc. Malgré ce qu'on peut souvent nous dire. On a l'impression que si les enfants s'émancipent, en fait, des quartiers populaires et de l'immigration, etc., c'est grâce à l'institution. Moi, j'essaie de dire que souvent, voilà, il s'agit que de spectre. Et du côté de l'école, un rôle également très, très ambivalent, avec, au fond, plein de malentendus autour de l'école. Alors, des malentendus, moi, j'étais plus loin. Je parle de lignes rouges, plus ou moins symboliques, parce que je pense qu'il y a, dans ces années-là, on ne parlait pas du tout de coéducation à l'époque. Vraiment, les parents, ces parents-là, du moins, n'étaient pas du tout les bienvenus au sein de l'école. Au sein de l'école, au contraire, on encourageait les enfants à ne pas parler la langue maternelle à la maison parce que ça provoquait des retards scolaires. Les parents leur parlaient très, très fort, comme si
si ils étaient sourds alors qu'il s'agissait simplement de langue et de non-maîtrise de la langue française. Mais voilà, ils étaient largement infantilisés et surtout, ils étaient vraiment maintenus à distance. Et c'est ça que j'ai voulu dire, la difficulté surtout pour ces parents-là d'éduquer leurs enfants, de les faire grandir, alors même que l'institution scolaire ne les accompagnait pas là-dedans et avait plutôt tendance à les stigmatiser. Ouais, et effectivement, avec des humiliations et pas seulement des malentendus, et vous en racontez un certain nombre dans le bouquin. Je le disais, Salima a 10 ans à la fin du livre. Enfance heureuse. J'espère, j'imagine que ce fut la vôtre également. Mais les choses vont se gâter un petit peu. Et ça, vous l'avez raconté notamment dans un entretien au Monde. À 18 ans, je suis bien dans ma peau, donc c'est sympa. L'adolescence s'est bien passée. J'étais ambitieux, je m'étais renseigné seul. J'envisageais de faire une grande école. Et là, vous allez déchanter extrêmement vite, extrêmement violemment. Vous entrez en prépa. C'est la fin du monde, avez-vous dit? Oui, c'est vraiment la fin du monde. Oui, parce que vraiment, il s'agit, là, je le dis de manière très sérieuse, de dépression, en fait. Vraiment, il y a quelque chose de médical, en fait. Je tombe en dépression. Alors, j'ai raconté, oui, à la journaliste du Monde, un peu les tenants, les aboutissants au sein de l'institution, Sciences Po Lille. Mais en réalité, il y a autre chose. Il y a aussi, en fait, jusqu'à 18 ans, toute une sociabilité, une camaraderie. En fait, moi, j'avais vraiment une bande de potes. Depuis ma naissance jusqu'à l'âge adulte, en fait, vraiment, et des potes de quartier. J'avais vraiment ma petite bande, en fait. Comme ça, au collège, au lycée, parce que ce sont des collèges et lycées de secteur. Et arrivé à Sciences Po Lille, à cette époque-là, il n'y avait pas tous ces les dispositifs qui ont été créés ensuite par Pierre Mathieu, etc. Vraiment, je me suis retrouvée complètement isolée sans mes potes. Alors, ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas du tout en train de dire que Sciences Po Lille, c'était horrible à la différence du collège et du lycée précédemment. Non, le collège et le lycée, ce n'était pas beaucoup mieux en réalité en termes d'égalité de traitement, etc. Simplement, j'y avais mes amis. Vous étiez moins seul. La question, c'est vraiment ça, c'est la solidarité qu'il peut y avoir entre les enfants, les adolescents et les jeunes adultes, en fait, et comment on surmonte tout ça ensemble, quoi. Ah ouais. Rue du Passage, j'y reviens, ce livre que vous publiez, c'est un hommage aussi aux travailleurs immigrés des années 80. Alors, on n'a pas tellement parlé, mais vous racontez quand même la construction des rapports de classe, il y a ce Père Noël à l'usine. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui dans les quartiers? Oui, ce qui a changé, c'est une politique publique qui vise précisément et de plus en plus à isoler en fait les individus les uns des autres. Moi, je pense que les années 80, c'est encore un moment, je trouve, où il y a une forme d'organisation communautaire, la communauté étant, le titre l'indique, une communauté territoriale. Il ne s'agit pas du tout d'une communauté raciale ou une communauté de classe. C'est vraiment les gens au même endroit. Voilà, c'est rue du Passage, voilà, c'est un quartier. Et je le dis aussi avec la manière dont on surveille en fait ce que font les enfants dehors. Les enfants sont relativement libres à l'extérieur. Simplement, il y a les mères qui surveillent aux fenêtres, les pères sont là aussi, etc. Il y a donc un contrôle communautaire, un contrôle social, une forme de solidarité. J'en ai parlé aussi tout à l'heure. Et on apprend plein de choses néanmoins dans la rue. Et vous le dites, Salima, elle a le droit d'aller dans la rue. Aujourd'hui, sa mère, elle lui interdirait probablement. C'est un peu, tout a été inversé, en fait. Bien sûr. Aujourd'hui, il y a des grilles, il y a de la vidéosurveillance. Et puis, on ne laisse plus les enfants aller tout seuls. On a peur, en fait. Les parents eux-mêmes, en fait, sont dans une, comme ça, je trouve, une angoisse sécuritaire. Je pense que c'est ça la grande différence avec ces années-là. C'est l'angoisse sécuritaire, en fait. Et le fait de ne pas laisser les enfants être libres et s'amuser entre enfants dehors, quoi. Beau récit de liberté, beau récit d'émancipation, rue du Passage, Fatima Ouassak, c'est chez Lattès. Vous restez avec nous. On va accueillir notre professeur documentaliste préféré, Amélie Paris. Peut-être d'ailleurs que le bouquin va trouver une bonne place dans son CDI. Cécile, merci beaucoup. Les années collège, Amélie Paris. Les années collège, c'est notre rendez-vous hebdomadaire avec Amélie Paris. Amélie, bonjour. Bonjour. Depuis plusieurs années, les bibliothèques se transforment. On y trouve évidemment des livres, mais aussi des espaces, des temps de musique, de visionnage de films, des salles d'expo, des cafés, parfois même des jeux vidéo. Et on appelle désormais les bibliothèques des tiers-lieux. Est-ce que ça inspire les CDI et particulièrement le vôtre, puisque je rappelle que vous êtes professeur documentaliste au collège Maurice Utrio à Paris dans le 18e avec un CDI formidable. Oui, un petit jardin. Oui, alors ça m'inspire beaucoup. Je dis jardin, mais je vais vous en parler. Alors on y va. Mais alors, avant de parler des bibliothèques troisième lieu, je voulais revenir sur le concept de troisième lieu qui a été inventé par le sociologue américain Ray Oldenburg au début des années 80. Alors lui, il est parti du constat que les lotissements périurbains favorisaient la routine travail-maison au détriment des lieux de sociabilisation où les gens pouvaient se rencontrer. Alors selon sa définition, le premier lieu, c'est la maison, le deuxième lieu, c'est le travail et le troisième lieu, c'est donc un espace où l'on se retrouve et où on échange. Alors pour lui, le café.
Voilà, pour exactement le café, le pub irlandais, la place italienne ou le café français, donc des espaces où règne une grande tolérance, où tout le monde peut entrer et parler à son voisin sur un pied d'égalité, sans hiérarchie sociale. Et donc pour lui, au début des années 80, ces espaces manquent à la société. Et donc d'où l'idée de développer des bibliothèques qui soient aussi des troisièmes lieux ou des tiers-lieux, je crois que les deux expressions ont cours. Oui, exactement. C'est assez naturellement que les bibliothèques se sont muées en troisième lieu, puisqu'elles n'ont pas lieu d'être sans leur public. Alors, pour reprendre l'ex-directeur de l'une de ces bibliothèques aux Pays-Bas, notre plus belle collection, ce sont nos usagers. Alors, c'est beau, hein? C'est beau. Alors, ces bibliothèques, ce sont donc des lieux sociaux qui accordent une grande attention au vivre ensemble dans un environnement qui est souvent très agréable et confortable. Alors, en Europe, c'est aux Pays-Bas, puis dans les pays scandinaves que sont apparues ces bibliothèques nouvelle génération, notamment à Delft et à Amsterdam, avec une architecture moderne et un mobilier attirant. En France? Et en France, le concept a été popularisé par Mathilde Servet, alors notamment dans les espaces ruraux où on ne retrouve que des habitations et peu ou pas de commerce. Et donc la bibliothèque est vraiment le seul lieu pour remplir cette fonction sociale. Et donc cette idée du tiers-lieu, du troisième lieu, ça vous a inspiré pour repenser le CDI du collège Maurice Utrio quand vous y êtes arrivé en septembre 2021. Exactement. Alors d'abord pour l'aménagement, parce que ces bibliothèques troisième lieu, ce sont souvent des lieux ouverts sur l'extérieur. Donc quand je suis arrivée, j'ai libéré toutes les ouvertures pour laisser la lumière naturelle entrer, pour permettre aux usagers d'avoir une vue sur le jardin, sur les animaux, sur les arbres. Et comme dans les bibliothèques troisième lieu, le collège a investi dans un mobilier confortable, un mobilier pour accueillir les corps des adolescents, les corps en transformation, pour trouver un peu une alternative à la position assise, dos redressé de l'espace classe. Alors moi, j'aime beaucoup la bibliothèque troisième lieu Oscar Niemeyer au Havre ou celle de Garges-les-Gonesse. Le Cube. Exactement. C'est d'ailleurs là que vous avez trouvé vos fauteuils d'écoute. On en a déjà parlé. Mais au-delà de l'environnement, un troisième lieu, c'est pas seulement ça. Oui, ce qui constitue aussi un troisième lieu, et donc les CDI qui s'en inspirent, c'est le changement de relation. Donc d'abord entre les usagers, puisque c'est un lieu d'échange et de rencontre, mais aussi, dans le cas d'un CDI, entre la professeure documentaliste et les élèves, avec une relation plus horizontale, plus conviviale, qui amène la confiance, l'autonomie et donc l'émancipation. Alors moi, je fais vraiment tout pour qu'on s'y sente bien, pour que les élèves se sentent à l'aise, expriment leur personnalité pour que se dégage véritablement une atmosphère de partage, d'intérêt mutuel et de joie de vivre. Voilà, ça a commencé tout ça aux Pays-Bas. Pour ce qui est de l'Europe, les pays scandinaves, il y en a partout en France, en Europe. La bibliothèque Gabriel Garcia Marquez à Barcelone a d'ailleurs été couronnée en août 2023 lors d'un congrès mondial des bibliothèques de Rotterdam, meilleure bibliothèque du monde. Et oui. Vous nous la faites visiter? Oui, alors je ne suis pas allée malheureusement, mais il s'agit d'un bâtiment de 6 étages, de 4000 mètres carrés, avec une structure en bois située dans un quartier populaire de Barcelone. Alors, ce qui frappe selon les utilisateurs, c'est la sensation d'espace, de calme et de lumière. Tout est pensé pour le confort du lecteur. Il y a des hamacs, d'énormes fauteuils, des poufs. Et au-delà de l'architecture et de son aménagement, c'est son engagement en faveur de l'apprentissage et du lien social qui a été récompensé à Rotterdam. Merci, une vraie bibliothèque, donc troisième lieu, qui me donne envie, puisque je ne la connais pas. D'aller à Rotterdam. Barcelone. À Barcelone, elle est à Barcelone. Oui. Mais oui, bien sûr, elle a été couronnée à Rotterdam. Oui, mais elle est à Barcelone. Mais alors, je m'y perds, j'ai pas toujours été très bon en géographie. Amélie, merci beaucoup. Moi, je me permets de recommander du côté de Lille, puisque vous êtes originaire de l'île Sud, il y a l'Iliade, qui est un très beau projet architectural de bibliothèque tiers-lieu sur le campus de l'université de Villeneuve-d'Ascq. Fatima, merci de nous avoir accompagnés. Rue du Passage, Récy, c'est chez Lattès. Il y est question. Communauté, c'est un mot piégé de nos jours. On voit ça comme un truc désagréable. On a envie de mettre East à la fin. Vous, ce que vous montrez, c'est que c'est tout sauf un espace de repli, le cas échéant. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en France, on peut avoir l'impression que communauté, ça veut dire repli sur soi, alors que c'est exactement le contraire. C'est au contraire sortir de l'isolement pour aller rencontrer les voisins et puis essayer de se débrouiller ensemble. Et de faire communauté au sens tout à fait large du terme. Merci beaucoup. Merci, très beau texte, très poétique, très émouvant. Rue du Passage, peut-être à glisser comme lecture aux élèves, n'est-ce pas? Je suis sûr que certains d'entre eux ou leurs parents y trouveront plein d'écho au collège Maurice Utrio. Merci donc à toutes les deux et merci également à toute l'équipe de l'émission. Laure Audemont au maquillage, Marine Plantec pour la préparation de l'émission, assistée par Pénélope Day. Elles sont en régie aujourd'hui avec Thibaut Goury-Lafont au son et à la réalisation Angèle Jean-Girard. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.